Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi Toulouse. Je suis Nina Ochoa, élue à la mairie de Toulouse aux côtés de Jean-Luc Moudin depuis 2020. Et aujourd'hui, on va parler des finances publiques. Et à mes côtés, Sacha Briand, qui est adjoint au maire en charge de ces questions depuis 2014. Salut Sacha. Bonjour Nina. Alors, un petit rappel sur les budgets des collectivités territoriales. Les deux sources principales, on va dire, c'est les impôts locaux et les dotations de l'État. C'est les impôts locaux qui sont payés par non seulement les propriétaires de logements ou de bâtiments et la cotisation foncière des entreprises qui est payée par plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, pas simplement les grosses, celles du CAC 40 dont on parle souvent, mais bien par tous les petits entrepreneurs du territoire. Et c'est vrai que souvent on en parle avec des termes qui sont compliqués, mais en réalité, le budget d'une collectivité, c'est comme le budget d'un ménage. Simplement, il y a plus de zéro derrière. Il y a à la fois des dépenses de fonctionnement qui correspondent dans un ménage à l'alimentation, à l'électricité, aux dépenses courantes, et qui pour nous correspondent à la masse salariale des fonctionnaires et aux dépenses aussi de fonctionnement pour l'alimentation, pour faire les repas scolaires, les fournitures, etc. Et puis il y a les dépenses d'investissement. Dans un ménage, c'est quand il faut changer la voiture ou quand il faut faire des travaux dans l'habitation ou dans le logement. Et pour nous, c'est toutes les dépenses d'investissement, d'entretien du patrimoine, très important, la ville de Toulouse. C'est plus de 1000 bâtiments, beaucoup dans les écoles, la petite enfance, la culture, le sport. Et c'est aussi les investissements qui sont nécessaires pour accompagner le développement de la commune. Et pour financer cela, on l'a dit, les impôts locaux et puis les dotations de l'État, parce que l'État, depuis maintenant un certain temps, quels que soient les gouvernements, a beaucoup réduit les recettes fiscales des collectivités locales. Par exemple, la taxe d'habitation a été supprimée et elle a été remplacée pour les collectivités locales dans un mécanisme un peu complexe sur lequel je ne reviendrai pas, mais par des dotations, grosso modo. Résultat, là où on avait de la fiscalité qui suivait le développement, et donc quand on avait plus de population, on avait plus de fiscalité, on a aujourd'hui des dotations, et régulièrement, l'État nous explique qu'il faut réduire ces dotations. C'est ce qui a été fait en 2014 avec François Hollande et ce qui a été fait l'année dernière avec le gouvernement précédent. Donc en fait, Toulouse, pour simplifier, c'est un peu comme une grande famille avec un budget. C'est une grande famille, une très grande famille quand même, parce que la ville se développe, on le dit souvent, mais il y a plusieurs milliers d'habitants en plus chaque année qu'il faut accueillir, pour lesquels il faut assurer la construction de logements et aussi des équipements. Quand tu es arrivé en 2014 avec Jean-Luc Moudin à la mairie, après l'ère Cohen-Briançon, quel était l'état des finances et de ce budget de cette grande famille? Alors, la situation était apparemment correcte. Apparemment correcte, parce que le budget 2014 avait été voté par l'ancienne majorité, donc par M. Briançon et M. Cohen, mais également M. Godec, qui était déjà avant les élections municipales, et c'était un budget qui était apparemment équilibré. Et quand on est arrivé aux affaires, on a pu faire un diagnostic assez rapide. Certaines dépenses avaient été minorées, notamment de la masse salariale, et il y avait des recettes inscrites au budget qui ne correspondaient à strictement rien. Résultat d'un budget apparemment équilibré, on était en réalité avec un budget déficitaire. Et alors ça a été une surprise parce que dans une grande ville comme Toulouse, c'est quand même rare de voir des gens qui montent un budget de façon manifestement mensongère. Mais en plus, quelques semaines plus tard, Manuel Valls, qui était le Premier ministre de François Hollande, dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, a expliqué qu'il fallait baisser les dotations de l'État pour résorber le déficit de l'État. Et donc en 3 ans, les collectivités locales ont été ponctionnées de un peu plus de 11 milliards d'euros. Pour la ville de Toulouse, ça a représenté en 3 ans une perte de l'ordre de 30 millions d'euros, ce qui est considérable tout de même. Sur la métropole, c'est à peu près la même somme. Donc sur le territoire, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été réduits comme ça, récupérés par l'État pour résorber un déficit qui en vérité ne l'a pas été. Et malgré ça, on a tenu notre engagement. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts à Toulouse. Alors malgré ça, on a tenu cet engagement, effectivement, depuis 2015, pas d'augmentation d'impôts, je dirais même, mais ça, c'est pas de notre fait, mais c'est une réalité. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les Toulousains, les habitants toulousains, ont tous bénéficié d'une baisse des impôts locaux. Ça a été, je l'ai dit, compensé par l'État dans le cadre de dotations, mais pour les Toulousains, c'est en réalité une baisse. C'est quelque chose qui était important pour nous parce que on l'a vu, alors c'était peut-être pas le sujet central du premier mandat, mais en tout cas depuis 2020, la crise du pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est ressenti par beaucoup de nos compatriotes et de nos concitoyens, et on en parle régulièrement.
avoir la capacité à maîtriser les tarifs et à maintenir une stabilité de la fiscalité, c'est concrètement agir pour le pouvoir d'achat des habitants de Toulouse. Alors tu le sais, moi j'ai rejoint l'équipe en 2020. Les Toulousains ont fait de nouveau confiance à notre équipe autour de Jean-Luc. Et au niveau des finances, ça a été particulier aussi parce qu'on a eu beaucoup de crises. Le Covid, une crise de l'inflation, l'agression russe en Ukraine et là aujourd'hui la baisse des dotations de l'État. Comment on continue à avancer avec ces engagements, avec cette ligne et comment on tient le budget de cette grande famille? Alors, 2020, ça a été vraiment une crise brutale. Chacun s'en souvient, avec la fermeture de pans entiers de l'activité du pays et dans notre agglomération. Donc pour la ville, pour la métropole, c'est des pertes de recettes très fortes, à la fois en fiscalité et puis en recettes d'exploitation liées aux activités qui se sont arrêtées, pour lesquelles il n'y avait plus de perception de recettes. Si on a réussi à passer cette étape difficile, c'est précisément parce que tout le mandat précédent, on avait travaillé à rétablir la capacité budgétaire de la commune et de la métropole aussi. Alors, je le dis, c'est pas une question de ratio. On se lève pas le matin en se demandant si on va respecter les ratios, si on va avoir une bonne notation, même si nous sommes notés et nous bénéficions de la meilleure notation au niveau de Toulouse Métropole qu'une collectivité française peut avoir en France. C'est pas un objectif en soi, mais c'est un objectif de stabilité et c'est un objectif de développement. Stabilité parce que c'est précisément tout le travail qu'on a fait de 2014 à 2020 qui nous a permis d'encaisser la crise de 2020 sans devoir fermer brutalement des services ou des activités, mais parce qu'on avait rétabli une bonne situation et qu'on a pu absorber le choc financier. Et puis, c'est une nécessité du point de vue du développement, parce que maintenir un bon niveau budgétaire, c'est ce que nous appelons l'épargne. Avoir un bon niveau d'épargne, c'est ce qui va nous permettre d'investir pour accompagner le dynamisme du territoire. C'est important de rappeler aussi, enfin moi je l'ai vu en échangeant avec des habitants sur la mairie de quartier ou des assos étudiantes dans le cadre de ma délégation. Malgré tout ça, on n'a pas eu de coupure de service et on a su accompagner les associations, les structures sans discontinuité. On a toujours fait le choix de maintenir les activités. Il y a des collectivités, et je ne les blâme pas. C'est le cas du département, de la région, qui sont dirigés par les amis de M. Briançon, qui ont fait le choix de supprimer des centaines d'emplois, de supprimer un certain nombre de services. Nous avons fait le choix de maintenir tous les services en demandant des efforts de gestion. C'est ce qu'on a fait dans nos propres services, c'est ce qu'on a fait avec nos partenaires, y compris associatifs, en demandant des efforts de gestion pour passer cette étape difficile qu'a été, par exemple, le budget 2025, avec à nouveau des ponctions de la part de l'État sur les dotations. C'est un effort qui est, je crois, possible, parce qu'il reste mesuré et raisonnable, qui ne remet pas en cause les activités qui sont développées au bénéfice de la population et qui permet de maintenir l'ensemble des activités. Et franchement, ceux qui ont habité dans d'autres communes de France savent qu'à Toulouse, on a un panel d'activités absolument remarquable. Et donc, garantir cette pérennité, garantir l'activité des associations dans le domaine sportif ou culturel, mais également dans le domaine de la solidarité et du social, c'est quelque chose qui pour nous est important. Et nous avons cet objectif permanent qui est difficile, qui est plus difficile que de dire on va couper telle activité. C'est de dire qu'on peut faire des efforts. On peut faire des efforts. Et en faisant des efforts conjointement, on y arrive. La ligne de notre opposition, ça a toujours été de dire qu'on cassait la culture, qu'on mettait en difficulté les associations. J'imagine que tu l'as vu pour la campagne, leur nouvelle ligne, c'est le tout gratuit. Alors, est-ce que ça peut vraiment marcher? Moi, quand j'étais jeune, parce que je fais partie des anciens maintenant, il y avait Coluche qui disait « Les socialistes, tu leur donnes le Sahara, 2 ans plus tard, ils importent du sable ». Et en réalité, c'est une doctrine permanente des élus de cette vieille gauche mitterrandienne. C'est une culture qui remonte, pour ceux qui ont connu à la génération Mitterrand. C'est le culte de la gratuité, le culte des aides permanentes. La réalité, c'est que tout ça, à un moment, c'est toujours payé par quelqu'un. Alors aussi bien au niveau de l'État, les gens, je comprends, ils se disent il y a les grandes entreprises, alors c'est toujours la solution miracle, jusqu'au jour où il n'y en a plus, mais c'est pas grave. Mais en ce qui nous concerne, ceux qui payent, quand ce n'est pas l'usager qui contribue un peu au coût de revient, ce sont les personnes dont je parlais tout à l'heure. C'est les propriétaires de logements. Alors on peut dire c'est les propriétaires, ils ont de l'argent puisqu'ils sont propriétaires de logements qu'ils louent. Sauf que derrière, les charges qu'ils subissent, eux, ils les répercutent dans les loyers. Donc si on veut lutter contre l'augmentation des loyers, il faut commencer par pas augmenter les charges
des propriétaires. Et puis, il y a bien sûr la CFE et ces dizaines de milliers de toutes petites entreprises. C'est la couturière de ton quartier, c'est les commerçants, les artisans. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas nécessairement des chiffres d'affaires très importants et l'augmentation de la cotisation foncière des entreprises peut mettre en difficulté beaucoup d'entre eux. Donc, moi, j'ai toujours été assez stupéfait par cette facilité à parler de la gratuité, qui en réalité n'est jamais, je crois, une bonne solution. Nous avons, nous, développé les tarifications solidaires dans beaucoup de services, par exemple récemment sur toutes les prestations de la politique famille, où nous avons mis en place des tarifs en fonction des revenus. Et donc, chacun peut avoir accès et chacun contribue en fonction de ses possibilités. Et ça, je crois que c'est une politique tarifaire qui est adaptée. La gratuité, on en parle beaucoup. La réalité, quand on écoute bien ce que disent d'ailleurs, y compris nos concurrents de cette vieille gauche, il y a toujours un petit codicille après. Progressivement, en fonction de... La réalité, c'est qu'ils y croient même pas eux-mêmes. Il parle souvent de l'exemple des transports et de la gratuité des transports, mais la réalité d'une gratuité sur un réseau, par exemple comme celui de Tisséo, ça ferait moins de bus, moins de trams, moins de métro au final. Alors, la tarification sur Tisséo, c'est 130 millions d'euros par an. Donc, le budget d'exploitation de la régie Tisséo, c'est 400 millions d'euros. Donc, si on enlève 130 millions de recettes, il faut qu'on m'explique par quoi on les remplace. 130 millions de recettes, ça doit être 50% d'augmentation sur la taxe foncière. Alors, peut-être que ça leur fait pas peur, hein, c'est ce que Paris a fait il y a 2 ans. Donc, peut-être qu'ils se disent qu'après tout, bon, c'est faisable. Moi, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon pour le territoire, c'est pas bon pour les logements et les tarifs des loyers. C'est pas bon du tout pour l'économie. Parce que derrière, il y a aussi des entreprises qui payent la taxe foncière. Non, en réalité, tout ça n'est pas sérieux. Aujourd'hui, mettre en place la gratuité des transports, d'abord, ça signifie que vous allez avoir des gens qui vont effectivement peut-être plus prendre le transport, mais les études montrent que ce sont rarement ceux qui prenaient leur voiture avant. En réalité, ce qu'on constate dans les études, là où ça a pu être mené, notamment dans les villes moyennes, c'est que certaines personnes, plutôt que de marcher 300 mètres, vont monter dans le transport en commun parce que c'est gratuit. Donc ça augmente les chiffres de fréquentation, mais ça ne règle pas du tout la question de ce qu'on appelle le transfert modal, c'est-à-dire abandonner la voiture pour aller dans les transports. Et puis, d'ailleurs, la Cour des comptes vient d'en parler. La gratuité dans les transports, elle considère que ce n'est pas une bonne idée, parce que comme il faut de toute manière augmenter et investir massivement dans la politique des transports et des transports en commun, eh bien, il faut de l'argent pour ça, tout simplement. Et donc, se priver de la recette tarifaire, eh bien, c'est réduire les capacités financières. D'ailleurs, j'observe que Montpellier, quand ils ont annoncé la gratuité d'ailleurs partielle, j'ai pas très bien compris, c'est que les habitants de Montpelliérain C'est ça, au c'est que début. ceux de la métropole au départ, que les Montpelliérains. Voilà, et puis au début les jeunes, et puis les seniors, et puis progressivement tout le monde. Enfin bon, la réalité c'est quand ils ont annoncé la mise en place de la gratuité, ils ont aussi annoncé la réduction des investissements. Or, nous sommes sur un territoire qui se développe. Nous avons depuis 2014 développé presque 20 linéos. Nous avons lancé la 3e ligne qui aujourd'hui est une réalité quotidienne qui n'est pas sans difficulté avec tous les travaux qu'il y a pour notamment les riverains et j'ai une pensée pour eux. Mais nous aurons une 3e ligne de métro de 27 km qui représente l'addition des 2 premières lignes de métro qui va relier et desservir plus de 80 000 emplois sur le territoire, qui va bénéficier à des dizaines et des dizaines de milliers d'habitants, qui va permettre de supprimer 90 000 véhicules terrestres. Ça, c'est une stratégie pour le report modal, pour faire laisser la voiture à la maison et prendre les transports en commun. Et ça, on n'aurait jamais pu le faire avec la gratuité des transports. Jamais. Parce qu'on n'aurait jamais réussi à convaincre les établissements bancaires, la Banque européenne d'investissement, la Caisse des dépôts, de nous prêter de l'argent pour assurer le financement de ce projet, si on n'avait pas derrière des recettes qui garantissent le remboursement des emprunts. La maire de quartier du Sud-Ouest que je suis te rappelle aussi le téléphérique, le Téléo, plus long téléphérique urbain de France, qu'on a aussi inauguré dans ce mandat. Tu as parlé tout à l'heure des propriétaires, c'est la cible favorite du candidat de la gauche insoumise, le petit bébé Jean-Luc Mélenchon, François Piquemal, c'est une cible privilégiée pour eux. Il nous parle souvent de l'encadrement des loyers qui a été mis en place à Paris, je crois. Là aussi, ça, c'est pas concluant, ça marche pas. Alors moi j'ai ma fille qui vient de rentrer pour ses études supérieures à Paris
Et j'ai pas vu que les loyers à Paris étaient devenus abordables avec l'encadrement des loyers, hein. Je ne l'ai pas vu. Et dans les villes où ça a été mis en place, tout ce que l'on voit et ce qu'on observe, c'est d'une part que ça n'a pas d'impact sérieux sur la baisse des loyers, pas du tout. Ça n'a pas d'impact positif sur l'offre de logement, puisque en réalité, les propriétaires essayent de contourner la location classique en trouvant d'autres modes locatifs qui permettent de ne pas avoir cette contrainte éventuelle. Et puis surtout, ce sont des territoires où il n'y a pas le besoin de logement que nous connaissons à Toulouse. Et nous avons besoin à Toulouse, non seulement de l'action des bailleurs sociaux, et Toulouse Métropole Habitat, qui dépend de Toulouse Métropole, construit beaucoup de logements sociaux, mais pas assez. Les structures institutionnelles, comme on dit, investissent beaucoup dans le logement, mais pourtant, on n'arrive pas à produire assez de logements. Et donc, à Toulouse, on a aussi besoin de tous ces petits propriétaires qui investissent, parce que la pierre, c'est dans l'idée commune française, c'est quelque chose d'important sur le plan patrimonial. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes qui investissent dans la pierre pour louer. Eh bien, ils contribuent aussi à la politique des logements. Et si on fait fuir tous ces gens, eh bien, l'action des bailleurs sociaux ou des acteurs institutionnels ne suffira pas à offrir suffisamment de logements. Et s'il n'y a pas assez de logements et que la demande est supérieure à l'offre, les loyers, ils augmentent, quoi qu'on en veuille. Et ça, la logique de l'encadrement des loyers, qui est une réaction bien française, dès qu'il y a une difficulté, on crée un texte, mais on ne se préoccupe pas de la réalité des choses. Derrière, dans les villes en question, vous avez le développement, l'explosion des meublés touristiques, vous avez l'explosion de la colocation, vous avez l'explosion de tous les systèmes qui vont permettre de contourner cette contrainte et qui en réalité font qu'au final, la politique du logement ne s'améliore pas. Donc nous essayons d'agir réellement pour le quotidien et d'essayer d'apporter des réponses intelligentes, pas doctrinaires. Pas doctrinaires, c'est ça, je pense, la vraie différence qu'il y a. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour M. Briançon ou M. Godec, hein. Je respecte leurs convictions et j'attends d'eux d'ailleurs qu'ils respectent les nôtres. Mais ils ont cette posture doctrinaire. Et ils savent parfois, ils le disent et on le voit dans les discussions, ils sont capables de prendre des décisions en sachant que ça ne marchera pas, simplement parce qu'ils considèrent que ça appartient à leur champ de doctrine et qu'ils doivent le faire parce qu'ils appartiennent à cette vieille gauche. Je crois que c'est vraiment la gauche du XXe siècle. C'est la gauche du XXe siècle. Et il faudrait enfin que cette gauche-là, comme d'ailleurs on le fait, hein, moi je l'observe parce que au niveau de Toulouse Métropole, on travaille beaucoup avec toutes les communes, y compris des communes dirigées par des élus socialistes. Mais ils sont aux responsabilités et ils voient bien la réalité des choses. D'ailleurs, J'allais te dire, la doctrine se heurte à la responsabilité au bout d'un moment. Il y a un moment où, en tout cas, les mots ne suffisent pas. Et j'observe que d'ailleurs que sur la question de l'encadrement des loyers, c'est une élue en charge de l'habitat et socialiste qui a mené la commission qui a travaillé là-dessus pour constater que, un, on ne remplissait pas les critères et que, deux, c'était probablement pas pertinent. Petite question bonus, Sacha. Le candidat insoumis François Piquemal, une de ses mesures phares quand il a lancé sa candidature, c'était de dire « je vais réquisitionner ou préempter au titre de la mairie, puisqu'il pense qu'il va accéder au Capitole, les logements et les bureaux vacants ». Franchement, je pense que le conseil qu'on pourrait lui donner, c'est de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, parce que il a dû, après avoir lu, par exemple, je pense à un article de Médiacité qui pourtant n'est pas franchement n'est pas un soutien de notre majorité, hein, à analyser un peu cette proposition qui est juste totalement délirante. Il parle de préempter des bureaux. Préempter des bureaux, ça veut dire les acheter. Les acheter, et au regard des chiffres qu'il a lui-même donnés, ça représente entre 700 et 800 millions d'euros. 700 et 800 millions d'euros de dépenses. Et derrière, il dit on va préempter pour pouvoir les mettre à disposition des entreprises à un tarif abordable. Donc ça veut dire que derrière, pour pouvoir acheter ces 700 à 800 millions de bureaux, il faut emprunter. Vous empruntez aujourd'hui à 3,5% et il faut pouvoir rembourser les emprunts. Eh bien, si c'est avec des tarifs qui ne sont pas au prix du marché, et en tout cas pas au prix d'équilibre de l'achat de ces bureaux, ça veut dire que, là encore, c'est les contribuables qui vont venir payer à la place des entreprises qui prétendument bénéficieraient de loyers abordables, qui vont payer la différence entre ce qu'il faut rembourser
aux banques puisqu'il a fallu acheter les bureaux et le prix qui est payé par les locataires. Donc on est vraiment dans une proposition complètement, pardon, encore une fois j'ai beaucoup de respect pour les convictions des uns et des autres, mais c'est complètement absurde. Complètement absurde. Et d'ailleurs, je crois que dans ce papier de Médiacité, ils ont indiqué qu'ils n'avaient pas calculé quand ils ont parlé de cette proposition. Moi, je pense que quand on fait des propositions, c'est mieux de prendre 2 minutes pour calculer un peu et pour voir si on parle de quelque chose qui est raisonnable. Et puis, une dernière chose qui montre l'absurdité de cette proposition, c'est que pour préempter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vende et il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète. Et donc, la proposition de M. Pickman, face à quelqu'un qui achèterait des locaux qui sont inoccupés aujourd'hui. Et donc, s'il les achète, c'est qu'il pense qu'il va pouvoir les louer. Donc, ça répond à un besoin du marché. Lui, il intervient entre les deux, il pique le bureau, et il pique le bureau pour créer quoi? Un déficit structurel. C'est une idée absolument hallucinante. C'est la gauche qui dilapide le Sahara. Encore une fois, comme ses amis Briançon et Godec, c'est l'idéologie avant la responsabilité. Alors, pour ce qui est de M. Piquemal, on le sait, lui, ce qui compte, ça n'est pas Toulouse, c'est son parti politique, la France Insoumise, et c'est d'appliquer les décisions de Tché Mélenchon sans aucune capacité d'adaptation ou de réflexion locale. Au regard de nos échanges, je me dis un peu que ce soit la vieille gauche du XXe siècle à Mitterrand ou celle qui se veut un peu nouvelle et révolutionnaire insoumise, en fait, en réalité, ils ne savent pas gérer un budget en responsabilité, surtout dans le contexte actuel. Alors, si on parle des insoumis, il faut écouter et regarder ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont, je l'ai dit, moi je respecte les convictions des uns et des autres. Ils ont le mérite de leurs convictions. À leurs universités d'été, les amphis, je crois, hein, ça s'appelait comme ça. J'ai entendu M. Bompard, qui a été élu du territoire. Et j'ai entendu d'autres élus LFistes du territoire expliquer clairement que eux, à la tête des collectivités, ils voudraient mettre en place une vraie politique de rupture, pas de gestion, de rupture. Et ils ont, par exemple, évoqué le fait de désarmer la police municipale, parce qu'elle ne doit pas être armée, de démanteler les réseaux de vidéosurveillance. Et puis, sur toutes les politiques publiques, de dire non, on n'est pas là pour faire de la gestion, on est là pour appliquer notre projet. Et c'est là où je parlais de vision doctrinaire. La réalité de la gestion quotidienne, quand on parle, moi je ne connais pas les trottoirs de droite et de gauche. Je les prends dans un sens et dans l'autre, en aller et en retour. Et la réalité, c'est que quand on est sur des questions quotidiennes, des questions pratiques, c'est bien des décisions de bon sens qu'il faut prendre, de père de famille, comme on disait, ou de mère de famille, comme on disait tout à l'heure, parce que la ville, c'est une grande famille. Et donc, vraiment, quand on voit tout ça, moi, je pense que c'est important qu'on rappelle que s'il n'y a pas cette gestion responsabilité, si c'est la doctrine et le discours qui priorisent, il y en a qui paient toujours à la fin, et c'est toujours les mêmes, c'est les Toulousains. Ah, mais c'est toujours, de toute manière, à la fin, c'est toujours les Toulousains qui seront à devoir payer l'addition. On a, depuis 2014, placé la ville et la métropole en situation de pouvoir assumer le développement de la commune et de la métropole, financer des investissements qu'on n'avait jamais vus sur ce territoire. Hein. Consolider, on parle de milliards et de milliards d'euros d'investissement sur ce territoire. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire par une stratégie budgétaire, en ayant une vision à long terme, mais pas au jour le jour, en rétablissant des équilibres, non pas pour faire joli, mais pour avoir les moyens de cette ambition pour Toulouse et pour la métropole. Et ça, c'est quand même des équilibres extrêmement fragiles, hein, parce qu'en très peu de temps, on peut déséquilibrer totalement. Il suffit de décider, pour des questions purement doctrinaires, d'embaucher, comme ça avait été le cas hein, sous M. Cohen, avec M. Briançon, des centaines et des centaines de nouveaux fonctionnaires, sans nécessairement que ça corresponde à la réalité d'activité au bénéfice des Toulousains, hein, des postes dans des bureaux à réfléchir. C'est très bien de réfléchir et d'avoir une capacité de projection. Mais il faut d'abord se préoccuper, je dirais, des activités qui concernent directement les Toulousains. Donc il suffit de très peu de choses pour dérégler la machine et aller vers ce qu'on a connu en 2014. Quand M. Cohen et M. Briançon sont arrivés à la mairie en 2008, il y avait 70 millions d'épargne. Le chiffre ne dit pas grand-chose, mais c'était un très bon niveau d'épargne. Quand ils sont partis, c'était moins 4. Ils ont cramé la caisse. En moins de 6 ans, simplement en faisant ce dont ils parlent,
Et j'ose espérer qu'à l'époque, ils étaient en partie inexpérimentés et que peut-être cette expérience aurait dû les amener à revoir un petit peu leur discours. Mais lorsque je les entends aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est encore au XXe siècle. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, nous, on a une gestion, pour reprendre l'exemple qu'on prenait au début, hein, la gestion de nos finances comme celle d'un budget d'une famille qui fait attention à son porte-monnaie. Une famille qui a besoin de nourrir sa famille, d'éduquer, de vêtir. Et donc, on essaye nous-mêmes d'apporter aux Toulousains toutes les prestations qui sont nécessaires. Et aussi le besoin de prévoir l'avenir, de se dire qu'il peut arriver un problème et qu'on doit faire face à ces difficultés. On n'est pas dans une logique de gestion prudente ou de gestion intellectuelle, c'est pas le sujet, on cherche pas les ratios, on cherche juste à construire un avenir pour Toulouse et la métropole qui soit un avenir capable de faire face aux difficultés et de répondre aux besoins quotidiens. C'est ça notre ambition, c'est de servir les Toulousains au quotidien et en prévoyant aussi l'avenir. Merci beaucoup, Sacha. Merci Nina.